Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, je crois qu'on a quelques inscrits là, quelques connectés. Hello Alexandre. Salut, salut. Ce qu'on va faire, c'est que je vais démarrer par une petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis ensuite, on va passer la parole à Julien. Donc, en quelques minutes, je suis Mounir Nejaï, je suis le fondateur de Cesium, que j'ai créé il y a 5 ans. Donc, Cesium, alors, historiquement, c'est le premier ISV français sur Marketing Cloud, depuis il y en a eu d'autres. Je crois qu'il y en a deux, trois quand même. Et ce qu'on propose, nous, c'est aujourd'hui, on a un connecteur entre TikTok Ads et Salesforce Marketing Cloud, Meta Ads aussi. Et on va vous permettre en fait de pousser votre audience à TikTok ou Meta pour la targeter avec des publicités ciblées et personnalisées. Voilà, voilà. Aujourd'hui, dans le cadre de Marketing Stories qu'on lance aujourd'hui, je reçois Julien. Donc, Marketing Cloud Stories, l'idée, c'est que je vais recevoir toutes les 2-3 semaines à peu près une personnalité du monde Marketing Cloud. Donc, un fondateur d'ISV, un marketing champion, un intégrateur, un architecte, enfin, on verra. Et ce sera principalement en anglais. Je préviens tout de suite. Mais bon, comme on est français, j'avais envie de commencer avec un participant français et en français aussi. Et voilà, donc on lance cette série, ça va être 1 heure à chaque fois. Et l'idée, c'est de donner la parole à une personnalité de l'écosystème Salesforce Marketing Cloud. Et donc là, on commence par Julien, qui est un des précurseurs en France sur Salesforce Marketing Cloud, que je vais laisser présenter dans 1 minute. Juste avant, je voulais juste dire un petit peu de quoi on allait parler. On va parler beaucoup de Marketing Cloud, on va parler de l'actualité de Julien, mais on va aussi parler un petit peu de ce que Julien a vu comme limitation et son nouveau produit également. Et l'idée, c'est vraiment en fait de faire un tour global de l'actualité de Salesforce Marketing Cloud et de l'actualité de Julien aussi. Alors Julien, je te laisse te présenter. Écoute, Mounir, tout d'abord, merci pour l'invitation et merci pour cette initiative qui est très intéressante pour toute la communauté Marketing Cloud. Donc, j'espère que les trailblazers Marketing Cloud et les marketeurs de manière générale s'intéresseront et suivront la série plus largement que sur ce numéro. Donc, je suis ravi d'être avec toi sur cette première session de lancement. Donc, pour me présenter à mon tour brièvement, moi, c'est Julien Couetelen. Donc, je suis aujourd'hui un expert Marketing Cloud, donc fondateur de Basics Marketing. Pour donner un petit peu d'éléments sur mon parcours, donc moi, j'ai commencé en 2013 à travailler sur Marketing Cloud en tant qu'intégrateur donc historique. Alors, je travaillais à l'époque avec les équipes d'ExactTarget, donc c'était même avant le rachat par Salesforce. J'ai créé les practices marketing. Quand, du coup, 2011, 2012 ? C'était en 2013. J'ai commencé en 2013 avec ExactTarget. Alors, ils étaient à rue de Londres, donc côté Saint-Lazare. Donc, bon, moi, j'avais la chance de côté. Donc, beaucoup de projets en fait d'implémentation. Donc, à l'époque, bon, j'étais consultant. On n'était pas beaucoup, donc on faisait beaucoup de CRM sur Salesforce, mais le marketing était encore déconnecté de Salesforce. Du coup, j'avais monté le partenariat avec ExactTarget et Pardot, donc les deux séparément. Et donc, suite au rachat par Salesforce en 2014, du coup, ça a pris une dimension incroyable. Tout s'est accéléré. Les projets se sont accélérés, la taille des projets aussi a grandi, beaucoup de sollicitations. Donc, j'ai eu l'occasion de renforcer les équipes chez Deloitte Digital, donc construire une vraie practice avec une offre 360 autour du marketing et notamment autour de Marketing Cloud. Toujours un petit peu de Pardot au lancement et beaucoup de Marketing Cloud pour le coup, une vraie expertise. J'ai passé aussi pas mal de certifs Salesforce, je suis 7 fois certifié Salesforce.
j'ai monté le club utilisateur Marketing Cloud en France, donc la Trailblazer Community en 2016, avec avec les deux co-leaders, donc Zacharia et Akram. Et donc, on a, après, donc j'ai fait 5-6 belles années chez Deloitte Digital avant de rejoindre IBM aussi pour construire la practice de Marketing Cloud. Donc voilà, une belle aventure où j'ai eu l'occasion de passer sur les différents rôles de consultant, chef de projet, product owner, solution architect, etc. Mais, juste une question comme ça sur ton parcours, parce que bon, c'est vrai que naturellement, l'écosystème Salesforce, il s'est plus penché sur Pardot au début que sur ExactTarget, qui était un truc un peu bizarre, hors système, hors Salesforce. Comment tu as fait pour pas te faire aspirer sur du Pardot? Parce qu'il y a quand même plus de projets, c'est plus court. Ouais. Et comment tu as fait pour expliquer que c'était pas, parce que c'était pas les mêmes méthodologies de projet, Ouais. c'est pas... Alors, pour le coup, j'ai eu la chance de faire et du Pardot et du ExactTarget quand j'ai commencé. Donc, j'ai été formé par des équipes au UK, pas sur Pardot. Pour le coup, ils étaient très, très bons sur tout ce qui est infographie, documentation, etc. Donc, ils avaient vraiment des ressources très sympas, ce qui m'a vraiment donné envie de faire des projets Pardot au lancement. Et j'en ai fait des très, très bons, surtout que c'était du pure B2B, du marketing automation pour alimenter du pipe commercial dans Sales Cloud. Pour le coup, c'est vrai que c'était bien documenté. La solution a toujours très bien marché avec des vraies méthodologies de marketing automation sur du scoring, du grading, du lead auto-assignment, tout ça. Donc, vraiment très sympa. Et pour le coup, j'ai aussi fait du marketing cloud. Et pour le coup, j'ai rapidement vu les différences entre les deux solutions, touchant deux simultanément. Et c'est vrai que dès lors qu'on avait besoin de renforcer la personnalisation, d'avoir un vrai modèle de données, avec aussi de l'omnicanalité, on voyait vite les faiblesses de Pardot à l'époque. Et donc, ça m'a poussé aussi sur des projets plus ambitieux à favoriser du marketing cloud dès lors que on avait des fonctionnalités qui n'étaient pas couvertes en natif sur Pardot. Ok. Et parlons un petit peu on va revenir peut-être à Salesforce, mais parlons un petit peu de la communauté que tu as lancée en 2016. C'est venu comment ça déjà? Alors, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait déjà des communautés. Donc, alors, je crois que ça s'appelait pas ça s'appelait pas des Trailblazer Community à l'époque. On parlait de user group. C'était sur des chatter groups. Et en fait, c'est des communautés donc qui ont toujours été officielles, supervisées par une entité Salesforce aux États-Unis. Et les chatter groups, donc les user groups, à l'époque étaient plutôt sur des groupes très cross-produits. Donc, c'était plutôt des accès pour des admins Salesforce qui souhaitaient avoir des infos, etc. Et Salesforce avait lancé aussi quelques initiatives en interne et c'était vraiment le lancement des premiers user group un peu thématique sur un cloud. Et je me suis dit, Marketing Cloud, nous, on a vraiment besoin d'une communauté marketing parce que c'est un métier, c'est une passion, c'est un savoir-faire qui va au-delà de la technologie, qui va aussi sur les bonnes pratiques, etc. Et moi, étant un vrai passionné à la base de marketing, j'avais en fait l'envie, la passion de partager. Et c'est vraiment parti de cette envie de créer, de fédérer une communauté et d'avoir vraiment du partage plutôt que de lancer une initiative, on va dire, selfish, donc autodidacte. Je me suis dit autant se greffer sur une organisation officielle et le user group pour le coup était le bon format. Donc on est parti de zéro membres ou de 5 membres. On est aux premiers événements, on était vraiment une poignée de personnes et progressivement on a monté le volume de participants sur nos événements et aujourd'hui on a une communauté qui dépasse les 800 membres, donc c'est une très grosse communauté qui est riche avec des événements qui couvrent toute l'actualité, les nouveautés, les release notes, les annonces. Donc c'est vraiment un bon moyen pour les marketeurs de suivre les tendances aussi, les bonnes pratiques et d'avoir des retours d'expérience des clients de référence Marketing Cloud en France. Yes, 800 membres, c'est pas mal. Même aux US, ils n'ont pas de communauté marketing à 800 membres. Après, ils sont par ville. C'est vrai qu'en France, c'est un peu biaisé parce que c'est tellement centralisé que ça n'a pas tellement de sens de faire d'autres villes, en tout cas en termes de... Sinon, on se retrouve avec 3 personnes au meeting. Ouais.
fait quand même un petit peu. Alors, le gros de l'activité sur Paris, on a fait Lille, on a fait Lyon, on a fait un tout petit événement à Marseille. Et on nous demande souvent, effectivement, si on peut bouger un peu voilà, de part et Ouais, d'autre. mais je suis d'accord avec toi, mais en roadshow après, parce que sinon, enfin, en récurrent en région, ça peut être plus compliqué en fait. C'est clair. Mais ça C'est va clair. peut-être venir, hein. Alors, la réponse, du coup, c'est de faire des formats présentiels sur les gros événements à Paris et d'autres formats en ligne, comme on l'a fait pour les Hotline Marketing Cloud. 1 heure de questions-réponses avec des experts et donc, pareil, du retour d'expérience et du Q&A. Hein, c'est de la question-réponse pendant 1 heure. On a fait quelques formats comme ça en live sur LinkedIn qui ont hyper bien marché. Et c'est vrai que du coup, ça permet aussi aux gens à distance de participer. Parce qu'on a quand même des clients, qu'on a une communauté qui est forte du côté des grandes villes, Aix-en-Provence, Lyon. Voilà, on a des bassins comme ça qui sont quand même très riches. Et cette communauté, tu l'as vu évoluer comment ces dernières années? Parce que, au début, il y a quand même beaucoup de gens qui venaient de Salesforce. Après, j'imagine que ça a un petit peu bougé. C'est qui aujourd'hui, en fait, les membres de cette communauté? Si tu devais nous faire un petit portrait robot. Ouais, alors c'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est très divers dans les profils. On a eu vraiment de tout type d'intervenants. La majorité, ça reste souvent des partenaires parce qu'ils s'intéressent, ils ont peut-être une culture de l'apprentissage continu qui fait qu'on s'inscrit plus facilement à un événement Marketing Cloud pour valoriser aussi et apprendre en continu. On a des clients forcément Marketing Cloud, donc des marketeurs chez les marques qui viennent aussi souvent, alors plus ou moins discrètement, puisque c'est vrai qu'on a toujours la possibilité de networker dans ces événements-là. On a aussi beaucoup de reconversions professionnelles, donc des personnes qui sont issues du marketing ou pas, et qui souhaitent se former sur du marketing cloud et qui rentrent justement dans la communauté pour savoir comment commencer, comment apprendre, comment se reconvertir sur du Salesforce. Et ça, c'est aussi une bonne partie des membres. Et on a eu aussi des étudiants, on a eu quelques fois de la presse aussi qui est venue. Voilà. On a eu des cas comme ça un peu particuliers. Et la communauté Marketing Cloud, en fait, ça nous permet aussi d'intervenir sur des formats un peu innovants. Typiquement, j'ai eu l'occasion d'intervenir chez HEC Paris auprès du Master Spé Marketing. Voilà, et d'autres organisations. Donc, ça permet aussi de passer un peu, de pousser la voix de Salesforce au travers de la communauté. Et c'est vrai que le format est plus transparent, puisque nous, on n'a rien à vendre, on n'a rien à gagner non plus. Donc, c'est vraiment de la transparence et de la bienveillance, et tout ça dans un format un peu ludique, sympa, agréable et fun. Juste une dernière question peut-être sur la communauté, après on va switcher sur un autre sujet. J'ai vu que tu lançais un nouveau format. Alors oui, effectivement, on vient de lancer les Lunch and Learn. Donc les Lunch and Learn, en fait, c'est vraiment l'opportunité pour la communauté d'apprendre sur un format plutôt digeste, 1 heure les mercredis midi. On a planifié les 6 prochaines sessions du 22 mai jusqu'à fin juin. Donc on s'est dit, voilà, comment on peut animer en continu en accélérant un petit peu les contenus qu'on peut pousser. On a repris notre dernier événement, c'était sur le thème du frugal marketing, donc un peu le retour au basique. Et on s'est dit, quitte à pousser des contenus, pourquoi ne pas aider aussi à faire de la formation? La formation, ça a toujours été demandé, redemandé par l'ensemble des membres. Et on sait que en poussant du Lunch and Learn, on va pouvoir non seulement apporter de la valeur ajoutée pour des débutants, des intermédiaires et même pour des profils avancés qui peuvent toujours apprendre à mieux s'organiser dans Marketing Cloud, avoir des bonnes pratiques. On a tout ça à apprendre et c'est pour ça qu'on souhaite augmenter le nombre d'intervenants et qu'on invite, on fait du call de speakers, de l'appel à des intervenants pour aussi enrichir la valeur ajoutée que chacun peut apporter sur ce type de format. Donc voilà, on a déjà eu quelques personnes qui vont nous aider à animer ces Lunch and Learn. Donc voilà, c'est 1 heure le mercredi de 13 à 14 heures sur des thématiques telles que la gestion des data, la gestion des contenus et de la personnalisation,
la gestion des journées. Donc, c'est vraiment des thématiques. Donc, l'idée, c'est de s'inscrire à chaque événement et puis vraiment de prendre une bonne routine avec un sandwich ou un bon repas tous ensemble. Voilà. Ok. Écoute, super sur la communauté. Alors, je pense que enfin, il y a un groupe WhatsApp, je sais, il y a la Trailblazer Community où on peut s'inscrire. Je pense qu'on pourra partager tout ça en fin de session. Moi, je voulais plus maintenant discuter un petit peu sur ta vision de l'écosystème marketing chez Salesforce, parce que bon, entre 2013 et 2024, ça fait 11 ans déjà. C'est marrant de faire le compte, on se vieillit. Mais, mais oui, de 2013 à 2024, ça a quand même beaucoup changé. On passe d'un exact target qui était grosso modo une tondeuse à email cloud, pour caricaturer, à, à ce que c'est aujourd'hui et à des ajouts avec Intelligence, avec Personalization, avec Data Cloud, la Growth Edition. C'est quoi ta vision d'un petit peu de tout ça? Ça va où? On fait quoi? Euh, Déjà, la photo aujourd'hui de ce que c'est que la stack marketing de Salesforce, t'en penses quoi, toi? Alors, c'est une bonne question. Alors, c'est toujours intéressant de faire l'exercice, de regarder en arrière et de voir le chemin qu'on a fait versus les choix tactiques ou stratégiques qui sont menés par les marques qui utilisent la solution au quotidien et les partenaires aussi qui doivent engager des ressources et des budgets d'investissement pour se former également sur tous les plaies stratégiques. Toi aussi, tu es un ancien du marketing, Mounir, et je pense que quand tu allais, au même titre que d'autres qui doivent nous regarder aujourd'hui dans les salons du marketing, c'est vrai qu'à l'époque, on avait des acteurs best of breed, des Sarbacane, etc., qui étaient des acteurs de l'email, et on a tous commencé autour de l'email sur le digital, qui reste aujourd'hui un canal fort et même prioritaire. Et c'est vrai qu'on a vu avec le temps se renforcer l'omnicanalité avec des solutions push, SMS, ads qui sont de mieux en mieux intégrées, de plus en plus poussées en termes de fonctionnalité, de mieux en mieux intégrées à Journey Builder aussi, qui reste aussi la fonctionnalité clé sur Marketing Cloud, pour mieux gérer la data, mieux gérer la personnalisation, et tout ça dans une optique aussi de simplification, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, en fait, on a eu un parcours sur Marketing Cloud qui, même si à la base était déjà une solution très riche en fonctionnalités, en termes de segmentation, de personnalisation, qui n'a cessé finalement de faire des acquisitions, qui n'a cessé d'intégrer un scope cross-cloud de plus en plus riche, parce que non seulement dans Marketing Cloud, on a vu des briques se mettre en place dans ces dernières années, mais il y a aussi tout ce qui gravite autour de Marketing Cloud. Donc, on a vu Commerce Cloud aussi s'intégrer avec Marketing Cloud. On a vu le distributed marketing sur la partie core. Le connecteur, alors, pour ceux qui avaient testé la V2 à l'époque, et on sait qu'on a essuyé des plâtres sur des projets avec ces mises à jour du connecteur, tout s'est développé, et aujourd'hui, on est sur un stack marketing qui est quand même beaucoup plus robuste, que ce soit sur l'intégration des données ou sur l'omnicanalité, qui nous permet vraiment de pousser du consistent marketing sur le site, sur les ads, dans les communications sortantes, etc. Donc, on est vraiment sur un stack aujourd'hui qui est très robuste. Maintenant, tous les acteurs n'ont pas évolué au même rythme que ces acquisitions, on a eu aussi des fake investissements, puisque on a vu il y avait de la DMP qui avait beaucoup fait parler à l'époque, et puis il y a eu tout ce rebranding avec Jenny, Data Cloud, tout ce... Il est passé où d'ailleurs ce lapin? Voilà, on va dire aussi autour du marketing des offres. Et le problème dans tout ça, c'est que beaucoup d'acteurs qui n'ont pas forcément un niveau suffisant d'investissement, parce que c'est de l'investissement en temps et aussi en budget pour se former et suivre toutes ces actualités, n'ont pas forcément toujours suivi ce qu'on était capable de faire aujourd'hui et comment bien investir intelligemment sur ce stack marketing. Donc, le problème, c'est qu'on a des géants qui sont souvent du EBU, donc des grosses structures qui se font accompagner par des grands acteurs de référence et qui ont su tirer profit
de toute cette innovation, versus des acteurs peut-être plus modestes qui restent sur les basiques et qui vont finalement en tirer profit. Donc la vraie question, c'est de se dire finalement, est-ce que avec la loi de Pareto 80-20, 20% des efforts font 80% du résultat, et finalement, est-ce que dans toute cette innovation qui est arrivée ces dernières années, tu as mentionné effectivement Einstein, Einstein Vision, il y a plein de fonctionnalités. Est-ce que finalement, la valeur du marketing, ça ne reste pas le message, ça ne reste pas finalement l'identité de la marque, etc. Donc, c'est là où, avec le recul, effectivement, on a tendance, et c'était un thème, comme je le disais tout à l'heure, sur un peu le retour au basique, de dire qu'est-ce que finalement on a vraiment besoin pour acquérir, engager et fidéliser ses clients. Est-ce que tout ça, finalement, c'est pas... voilà. Est-ce qu'avec le basique de 2013, on ne peut pas faire aussi bien que ce qu'on a aujourd'hui avec Einstein, etc. Quel est le niveau, finalement, de pertinence de toute cette innovation? Il y a plusieurs choses quand même dans ce que tu viens de dire. Mais alors, je reviens sur ce que tu as dit sur le fait que la stack était complète aujourd'hui et permettait d'adresser des use cases complexes. Peut-être m'arrêter un peu là-dessus parce que effectivement, on a je pense, un Salesforce Marketing Cloud Engagement. On va dire l'ex-exec target, mais pas plus tellement quand même, mais bon, bref. Qui est à peu près complet fonctionnellement, alors avec des briques où on a du peu mieux faire peut-être sur le marketing distribué ou sur le SMS, en passant, mais on a à peu près tout ce dont on aurait besoin en tant que pour un service de marketing opérationnel. Et maintenant, on a Data Cloud qui émerge avec une autre mécanique de connexion entre les données core et Marketing Cloud, Data Cloud et Marketing Cloud. Rien qu'avec ça, on peut déjà faire un triangle. Et avec un overlapping sur certaines fonctionnalités. Et par exemple, est-ce que je segmente dans Data Cloud, est-ce que je segmente dans Marketing Cloud? C'est une question que les clients dont tu parlais tout à l'heure, des EBU, des très gros comptes avec des gros volumes de données, peuvent se poser. Et aussi des questions qui, à mon sens, sont peut-être un peu complexes à trancher aussi, dans le sens où il y a quelque chose qui est clair quand même quand on est dans Marketing Cloud Engagement, c'est on est en train de gérer des abonnés, et donc le sous-titrage, c'est on a un opt-in. Par contre, dans Data Cloud, on gère un profil unifié. Donc alors oui, je peux unifier le profil sur plusieurs marques, sur plusieurs interactions, on va dire. Sauf qu'au moment où je l'adresse d'un point de vue marketing, je n'ai pas forcément le consentement d'utiliser le profil unifié, en tout cas sur tout le spectre de données que je pourrais utiliser. Alors, bon, sujet corollaire, moi je pense qu'il manque une gestion unifiée des consentements et le data model sur la partie consent, je trouve un peu léger encore. Mais d'un autre côté, moi la question que je me pose aujourd'hui, c'est je suis un grand client de Salesforce Marketing Cloud, parc installé. Est-ce que je me lance dans un projet de Data Cloud, sachant que j'ai quand même l'impression que la roadmap de Marketing Cloud Engagement est de moins en moins fournie au bénéfice de Data Cloud? Et pour quel ROI? Parce que j'ai déjà la stack d'activation client. Là, on est en amont. Donc, la question du ROI, si je suis déjà dans le parc installé, peut se poser. Et la deuxième, c'est je suis un nouveau client. Est-ce que je pars sur Data Cloud, sachant que ça rallonge en fait mon ROI en termes de temps, parce que en fait, les fondations sont plus longues à poser. Ou est-ce que je commence par une version Marketing Cloud, quitte à faire du Data Cloud en parallèle et peut-être pas la complétude des use cases? Ouais. C'est en fait une démarche méthodologique, j'ai envie de dire, qu'il faut se poser, à savoir comment on va jalonner sa feuille de route marketing. Typiquement, on dit souvent commencer par les basiques, donc c'est créer son cycle de vie avec les phases de son cycle de vie client, donc depuis l'awareness, l'acquisition, l'engagement, en fonction de l'industrie, parce que ça varie forcément en fonction de l'industrie, et donc faire une segmentation
propre, une personnalisation propre, et ça nous donne une V1 finalement du marketing. Et après, on peut effectivement aller plus dans une fois qu'on a mis en place cette V1 du marketing vraiment de bout à bout, ce qui est déjà un effort que certains n'ont pas encore été jusque-là, c'est comment effectivement on va renforcer sa segmentation, comment on va renforcer la personnalisation, et je pense qu'il ne faut pas forcément aller viser ce niveau-là trop vite parce qu'on va rentrer dans des projets complexes à mettre en place Data Cloud avec Marketing Cloud tout de suite, ce qui n'est pas forcément, sauf si le client a fait une migration d'un outil à un autre, d'un concurrent de Salesforce vers Marketing Cloud et qu'il souhaite tout de suite avoir un niveau d'excellence au premier mois. Effectivement, ça vaut le coup pour une marque qui va grandir avec son succès de y aller par étapes. Et donc, Data Cloud, ce serait une réponse à une meilleure segmentation, à une meilleure personnalisation, mais plutôt dans un cadre évolutif de sa montée en puissance avec la solution. Et on a une question de Jean-Philippe dans le chat par rapport à la facturation entre Data Cloud et Marketing Cloud Engagement. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué aussi dans le calcul du B-Case de prendre en compte le coût déjà de Data Cloud, déjà parce que moi je trouve que la facturation c'est quand même assez abscon, la façon dont fonctionnent les crédits. On a des crédits pour les requêtes, on a des crédits pour les profils unifiés, on a des crédits pour les activations, pour les appels API, pour à peu près tout. Honnêtement, moi, je suis incapable d'évaluer finement pour un client en avance de phase quel sera son besoin, en fait, sur Data Cloud. La facture de régule, on pourrait en avoir peur. C'est limite, parce qu'on a quand même beaucoup râlé sur les super messages dans Marketing Cloud, mais c'est limite, on se dit, ouais, c'était quand même pas mal les super messages. Au final, je sais ce que j'envoie. Si je fais le multiplicateur, je peux à peu près calculer. Mais on avait le même souci avec Datorama aussi sur la facturation, sur le nombre de lignes qui reste pour les marketeurs qui ont beaucoup de volume de données, un pricing qui est forcément… Et voilà. Si on estime que plus on a de lignes, plus on a de clients potentiels. Il y a une structuration du coup qui va avec le business model dans ce sens. Mais c'est vrai que ça mériterait du packaging et c'est pour ça que, à mon sens, il y a les partenaires du Martech tels que Cesium, donc sur ce qu'on appelle les ISV, les Independent Software Vendors, ont beaucoup à offrir en fait pour des utilisateurs Marketing Cloud only, dans la mesure où forcément si on n'a pas forcément envie de basculer entièrement sur Data Cloud et qu'on veut uniquement couvrir une partie, on peut trouver en fait des solutions auprès de l'AppExchange et des partenaires qui proposent des fonctionnalités additionnelles au stack existant. Donc c'est effectivement un moyen de compléter la suite, l'offre Marketing Cloud. Ok. Et du coup, toi, dans les limitations que tu as observées, j'en parle un petit peu maintenant parce que j'ai quand même l'impression que tu as un dada depuis 21 Factory, tu peux parler de tes anciens projets, sur la planification des campagnes marketing, sur moi, ce que j'appelle la partie MRM, le Marketing Resource Management, c'est un truc un peu old school parce qu'il y avait des solutions qui faisaient ça, qui ont un peu disparu, mais c'est vrai que toi, c'est un sujet qui est un peu récurrent chez toi. Tu essayes de trouver une solution de faire ça dans le cloud. En fait, c'est à la fois passionnant et compliqué parce que en fait, ce qu'on fait quand on fait du marketing cloud, c'est qu'on fait du marketing opérationnel. On est vraiment dans l'exécution du marketing et finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on soit un partenaire intégrateur ou une marque qui utilise Marketing Cloud, un client, on va construire des campagnes, on va construire des journées. Et la réalité, c'est que finalement, on va construire au feeling. On va construire un peu, on parle de naviguer à vue. C'est un bateau qui avance dans l'océan et qui va naviguer comme ça. Et en fait, on manque de vision stratégique. Et cette vision stratégique, alors vous connaissez peut-être un peu les stats, hein, mais d'après une étude de l'US Bank, il y a 78% des PME qui échouent à cause d'un manque justement de plan marketing. Et le plan marketing, quand on demande est-ce que vous avez un plan marketing chez les clients, généralement, soit ils ne savent pas ce que c'est, soit ils n'en ont pas,
soit c'est le CMO qui est déconnecté du projet Marketing Cloud, qui en a un et qui ne couvre pas forcément le scope de Marketing Cloud. Et c'est crucial, en fait. C'est comme si on disait, OK, mais on investit sur des journées, des communications, des campagnes, et qu'on ne sait pas finalement à quoi ça se rattache en termes stratégiques. Donc, c'est terrible, en fait. On est en train et c'est pareil, lorsqu'on crée une journée, ne pas savoir à quoi ça se rattache plus largement, en fait, on s'aperçoit qu'on est en train de faire un bottom-up où on n'a pas justement la structure stratégique au-dessus. Donc, en gros, ce qu'on est en train de faire, c'est une liste de journées sur tout ce qui est parcours automatisé, une liste de campagnes dans tout ce qui est campagne ad hoc. Et finalement, on n'a pas de vision, on n'a pas de stratégie. On est en train de avancer et même quand j'ai des clients et je leur demande, OK, est-ce que vous avez votre cycle de vie client avec la répartition des journées par phase? Combien vous avez de journées sur de l'awareness avec des super campagnes connectées à TikTok? Combien vous avez de campagnes d'engagement client pour fructifier votre chiffre d'affaires, etc. Si vous avez un programme de feed sur tout ce qui est advocacy, loyalty, voire sur de la rétention. Et en fait, quand on fait ce mapping des journées sur les phases du cycle de vie, on s'aperçoit que des fois, il y a des trous dans la raquette, que certaines phases ne sont pas du tout ou trop peu finalement couvertes et que les objectifs qui peuvent être définis au niveau de la journée, les journey goals, restent des goals tactiques. Et en fait, on n'a pas d'objectifs stratégiques qui vont couvrir un ensemble de journées. Et donc, c'est pour ça que moi, je prête un point d'honneur, je mets un point d'honneur sur le fait de vraiment sensibiliser les marketeurs sur la nécessité de créer un plan marketing, de faire son journey mapping, définir ses objectifs stratégiques, bien créer donc ses personas pour rester customer-centric, avoir donc son cycle de vie client et aussi planifier, valider, collaborer en amont justement de toute cette partie opérationnelle qu'on va ensuite gérer dans Marketing Cloud. C'est pour ça que voilà, j'ai créé Basics Marketing en amont, on top of Marketing Cloud pour définir sa vision stratégique et améliorer l'expérience client d'un point de vue vraiment vision. Et après, donc, ça se décline naturellement avec l'outil de marketing automation et notamment Marketing Cloud. C'est vrai que je te rejoins sur le fait que, enfin, pour moi, le plan marketing, c'est un input au projet Marketing Cloud. Parce que quand tu as un plan marketing, tu sais comment ont été segmentées les populations, tu sais comment est-ce qu'on va créer le messaging et les offres, et que du coup, enfin, les offres au sens large, c'est-à-dire avec leur temporalité et les produits associés. Et du coup, tu sais quels critères vont être utilisés pour les journées, pour les ciblages, pour la perso, et tu sais comment tu construis ton modèle de données. Alors que quand tu le fais en bottom-up, effectivement, avec une journée d'abandon de panier, une journée de welcome, machin. Et encore, tu vois, à la limite, quand toi tu viens avec ton masque, c'est vraiment parce que vous n'avez rien. Si vous avez, enfin, vous n'avez même pas ce masque-là. Et du coup, quand on part en bottom-up, il y a des données qu'on n'a pas mappées parce que dans les journées avec lesquelles on a commencé, personne ne s'y servait. Et tu vois, regarde, de la même façon, on travaille en mode agile beaucoup, quoi. En tout cas, c'est une méthodologie qui a beaucoup fait parler, a beaucoup été utilisée ces dernières années. Dans le marketing, on utilise de l'agile sans adapter l'agilité au marketing. Faire du agile marketing, finalement, c'est aussi se donner la capacité de reprioriser des chantiers. Par exemple, là, on a les JO qui arrivent cet été. On a sur un cycle de vie, on va dire, lié à une expérience client dédiée aux JO, la nécessité de pouvoir reprioriser finalement des journées qui vont être dédiées à l'animation des visiteurs internationaux pendant les JO, que vous êtes dans le retail, dans l'hospitality ou autres industries qui vont forcément pouvoir bénéficier de ce trafic, de cet élan de communication, etc. Et c'est comment finalement je vais prendre en compte une tendance qui peut être une tendance de Covid, une tendance de JO, une tendance de quelconque opportunité qui vient voilà, dans le temps. Et c'est de se dire, voilà, comment je peux prioriser ça dans ma roadmap, mettre de côté certains chantiers,
comment je vais pouvoir builder de manière temporaire sur quelque chose qui a vocation à mourir dans quelques mois. Et c'est justement donc ce plan marketing qui va pouvoir nous permettre de reprioriser, du coup définir un petit peu les briefs et qu'est-ce qu'on veut mettre en place, quels sont les objectifs attendus et rester dans du concret. Faire du marketing qui n'est pas piloté par des KPI, par des objectifs quantifiables. On parle de SMART objective dans la méthodologie. Il faut que ce soit vraiment des initiatives où on peut vous demander des comptes finalement. Vous aviez mis en place telle et telle journée, mais quid de nos objectifs stratégiques? Est-ce que si on est sur de l'acquisition, vous avez atteint les objectifs quantitatifs d'acquisition de nos clients, par exemple? Oui, effectivement, du coup, le plan aussi permet d'être agile parce qu'il donne un cadre en fait à cette agilité. Et puis, peut-être pour finir un peu sur les impacts côté marketing cloud de l'absence de plan, mais il y a des fonctionnalités, par exemple, où on a du mal à les mettre en place, mais c'est pas parce que c'est parce qu'il manque un prérequis fondamental. Par exemple, si je parle de marketing distribué et que j'ai pas de plan marketing, c'est compliqué de décliner au niveau d'un réseau des campagnes de marketing distribué. Si je parle à plusieurs niveaux, des campagnes sur étagère, des campagnes qui vont être nationales, etc. Si je veux les décliner en aval et que j'ai pas de plan, ça marchera pas. Pareil sur des sujets aussi bêtes que la pression commerciale. Ouais. Si je veux faire de la pression commerciale, c'est que mes communications à venir sont prévues. On peut avoir des journées et du flux. Ça n'empêche pas de prévoir en fait qui va recevoir quoi. Et si je veux gérer correctement ma pression court, j'ai intérêt à savoir où je vais. Et aujourd'hui, en fait, en gérant un peu au jour le jour ou par temps fort, c'est vrai qu'à un moment, on est un peu limité sur des fonctionnalités qui ont l'air basiques en fait, mais Bien sûr. Bah, tu vois, en fait, au moment où je suis passé d'intégrateur à éditeur de logiciel, où j'ai pris un peu cette casquette, en fait, c'était vraiment sur la base un petit peu des statistiques. Quand tu regardes un peu les stats du chiffre d'affaires que génère Marketing Cloud en licence, donc l'ACV pour Salesforce versus le nombre d'applications dans l'App Exchange qui existent pour les clients, comparé à Core. Donc, si tu fais l'exercice sur Sales Cloud, Service Cloud, ce qui est tagué dans l'App Exchange comme application dédiée pour le Core versus le marketing, puisque l'organisation peut être c'est discutable, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément toujours bien rangées, mais de manière générale, si tu compares la CV au volume d'applications par cloud, tu te rends compte qu'en fait, sur le marketing, il y a un Eldorado pour le MarTech. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a très peu d'applications qui sont à forte valeur ajoutée et intégrées dans Marketing Cloud, comparé au chiffre d'affaires à l'ACV généré par Marketing Cloud. Donc, en gros, ce qu'on se dit, c'est il y a plus de demandes de fonctionnalités que d'offres de nouvelles features. Et comme on l'a vu juste, aussi. excuse-moi, Julien, juste pour nos auditeurs, si tu peux expliquer ce qu'est ACV, parce que parfois on utilise des termes. Ouais, c'est l'argent des licences. Concrètement, c'est quand tu payes ta licence, tu rapportes de l'argent à Salesforce, c'est le chiffre d'affaires qui est généré. C'est annuel, ouais. Voilà, annuel. Et effectivement, donc quand tu regardes un petit peu en arrière et la fréquence et aussi le positionnement du développement produit, les releases, donc on parle de nouvelles releases quand il y a des nouvelles fonctionnalités, donc c'est des mises à jour du logiciel qui permettent d'apporter des nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est un peu Noël, c'est les cadeaux de Noël. Avant, on parlait de 3 fois par an, donc les grandes releases. Aujourd'hui, ils ont même accéléré avec justement avec les nouvelles fonctionnalités d'IA. Et aujourd'hui, factuellement, les nouvelles fonctionnalités pour les marketeurs sont dans Data Cloud, les grosses fonctionnalités. Donc, ça montre aussi la tendance à se dire, si demain, on veut valoriser l'IA plus CRM, plus data, il faut aller vers du data cloud. Alors qu'on a aussi tout l'écosystème de l'App Exchange, donc de ces solutions qui viennent compléter finalement le puzzle de Marketing Cloud. On vient rajouter une pièce à l'édifice pour augmenter nos capacités marketing. Et ça, effectivement, il y a un vrai besoin. Donc, c'est aussi… On la rajoute en dessous, la pièce, dans le cadre Data Cloud. Mais c'est intéressant parce que du coup, j'avais une question par rapport à ça. Effectivement, toutes les nouvelles features,
c'est AI, on parle beaucoup d'AI. Salesforce est devenu une AI compagnie depuis sa naissance, mais à retardement, en rétroactif. L'IA a besoin de data. Je ne vais pas parler Data Cloud, c'est pas une, comment dire, c'est pas une lampe magique qu'on va frotter et tout à coup, on va se retrouver avec une data hyper clean. Hein. Ça fait quand même 20 ans, je pense, qu'on dit aux annonceurs de faire leur tri dans leurs données, de faire du data cleansing, de structurer correctement, etc. Ils n'ont pas très bien fait jusqu'à maintenant. Tout le monde veut faire de l'IA. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour avoir de la donnée utilisable et donc une IA pertinente, alors que finalement, en toute transparence, on n'a pas réussi à avoir de la data clean depuis 20 ans. Ouais. Alors, pour moi, il y a deux choses. Il faut vraiment distinguer la data qui est le fuel de l'IA, donc l'essence qui permet de faire tourner la machine, et l'intelligence qui reste finalement ce qu'on appelle le prompt engineering. Donc, c'est comment on va aider l'IA à bien faire son travail. Il faut partir du principe où l'IA, c'est un outil et il faut vraiment prendre ça comme un stagiaire qui arrive dans l'entreprise où si tu lui dis... tu lui donnes une consigne sans lui donner précisément les tâches à faire, il va te rendre quelque chose qui va être un peu brouillon. Alors que si on construit une requête, on va lui dire quoi faire, on va lui dire quelles sont les étapes et ce qu'on attend en rendu, on risque d'augmenter nos chances d'avoir un résultat qui est pertinent. Alors la data, ça reste bien évidemment un enjeu de contenu, hein, de fuel, donc d'essence pour faire tourner la machine et avoir un niveau d'excellence plus fort. Maintenant, ce prompt engineering, ça reste un enjeu qui est aussi important. Si on éduque bien, et Salesforce le permet pour le coup, alors c'est ce qu'ils ont annoncé au dernier Salesforce World Tour il y a quelques mois, en avril, je crois. Ils ont annoncé Salesforce Einstein Studio, qui permet de finalement construire lorsqu'on va donner quand on discute avec la machine, avec ce qu'on appelle du Natural Language Processing. Donc, on parle avec nos mots, on parle en français, on parle en anglais, mais on parle comme un humain discuterait. Et la machine doit reconnaître des patterns de commandes et dire, ah, sur cette requête, donc ce que j'ai écrit à la machine, je reconnais cette formulation, donc je vais jouer cette séquence qui va permettre de finalement augmenter mes chances d'avoir une pertinence dans le résultat d'analyse. Et c'est là où, du coup, on doit prévoir les cas de requêtes récurrents pour permettre aux utilisateurs Salesforce, qu'il s'agisse des marketeurs, des commerciaux, du service client, etc., anticiper les besoins qu'ils vont avoir et finalement de faire jouer l'IA avec justement toute la puissance que peut apporter Salesforce, plus IA, plus data. Et c'est vraiment dans cette optique où on va avoir avec ce prompt engineering plus la data, Salesforce qui va vraiment avoir de la puissance. Et là, pour le coup, on se rend compte qu'un Salesforce, dans l'IA, a ses chances de conserver un leadership. Parce qu'il faut quand même une infrastructure, il faut de la data, il faut aussi de la technologie qui permet aussi de rendre ça facile, at scale. Et donc, Salesforce, je pense, a encore de belles années sur l'IA, puisqu'on parle beaucoup, et il faut être honnête, sur tous ces challengers qui arrivent pour pousser des solutions IA. Salesforce a encore de l'avance, même sur l'IA, malgré tout. Après, je trouve quand même que ça dépend du use case. Si je regarde, moi, parce que tu parlais de challenger, mais effectivement, par contre, il va y avoir des startups qui sont un peu plus agiles et qui, du coup, vont pouvoir décliner des use cases un peu plus vite que Salesforce, qui finalement a besoin de 9-12 mois avant d'avoir quelque chose peut-être en bêta. Et finalement, utiliser de l'IA générative comme un chatbot nouvelle version, je vais me faire insulter, mais ça marche plutôt bien. Par contre, tu vois, il y a certains use cases, par exemple la segment creation, la création de segments assistés par de l'IA générative. Moi, je connais quelques boîtes spécialisées dans la segmentation qui ne sont pas très, très satisfaits, parce qu'on reste quand même sur une IA générative, donc elles cherchent à fournir la réponse la plus acceptable, mais il y a deux biais à ça. La première, c'est que
et ça, je pense que ça peut s'améliorer, c'est que la qualité de la requête générée n'était pas satisfaisante. Le deuxième souci qu'il y avait, et je pense que c'est là que le souci est plus prégnant, c'est qu'en fait, les personnes qui promptaient l'outil de création de requêtes n'avaient pas confiance dans la requête générée. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, elles cherchent quelque chose pour les assister, mais pas trop pour faire à leur place. Et du coup, comme elles revérifient systématiquement, il suffit qu'une fois elles ne soient pas d'accord, le trust il part et ça devient un peu un gadget. Donc en fait, je pense que ça dépend des use cases. Il y a des use cases où ça sera simple, des use cases où c'est pas encore pertinent, où c'est pas encore mûr, mais du coup, il faut peut-être pas y aller tout de suite, il faut peut-être attendre un petit peu. Et c'est vrai qu'on en met un peu partout parce qu'on essaie d'aller vite et ça se force aussi. Mais... Tu as clairement en fait dit le mot sur alors un enjeu qui doit continuer à être travaillé, c'est le trust. Salesforce, c'est une valeur depuis toujours, hein, la confiance, si on parle en français. Et dans l'IA, ce que Salesforce annonce autour du trust, c'est le trust layer. Le trust layer en français, c'est la couche de confiance. Et lorsqu'on va faire travailler avec de l'IA, alors on l'a vécu surtout au lancement et on le vit encore aujourd'hui, c'est tout ce qui est hallucination. On dit à ChatGPT, donne-moi des instructions dans le cadre d'une formation pour créer un data filter, par exemple, ou qu'importe, et il va dire, clique sur le bouton créer un data filter, etc. Et puis dans le processus, donc il va tout bien faire, et à un moment, dans l'étape 4, il va te dire, clique sur le bouton supprimer modifier le data filter, et en fait, c'est un bouton qui n'existe pas. En fait, il va halluciner ce bouton ou cette étape parce que basé sur les technologies similaires, il y a souvent ce truc qui se trouve ici, sauf que là, typiquement, il ne s'y trouve pas. Donc, sauf si tu lui dis précisément, prends la documentation officielle de Marketing Cloud et prends en compte, voilà, tu lui donnes plus de contexte, il y avait des hallucinations. Donc, le Trust Layer, en fait, permet de vérifier les séquences, les informations, les ressources dans lesquelles il peut ou pas aller piocher. Et donc, c'est là où on va éduquer la machine pour augmenter nos chances d'éviter les erreurs. Et c'est ça aujourd'hui que propose Salesforce, même s'il faut que dans ce prompt engineering, on doit nous aussi anticiper voilà, ces sujets-là pour s'assurer que voilà, on ait un niveau une qualité dans le rendu qui soit optimale. Et du coup, dans BasicX, comment on prononce déjà BasicX Marketing? Ouais, BasicX Marketing. Tu as mis un peu d'IA ou... On a mis un peu d'IA, ouais, pour générer notamment les personnages, générer les objectifs stratégiques, générer la next best journey, la next best tactique, hein, de manière générale. Donc là, on est vraiment sur de la génération de stratégie, puisqu'on est au niveau stratégique du marketing. Et comment ça fonctionne, c'est qu'en fait, on vient reprendre les éléments du contexte de l'entreprise, donc le nom, la description de ton entreprise. On va comprendre finalement tes objectifs stratégiques, les personas que tu vises, la phase du cycle de vie dans laquelle tu trouves, le contexte de toutes les tactiques donc, qui sont déjà mises en place, et on va générer finalement quelque chose qui va être pertinent dans ton cas de figure. Donc, si tu es dans une phase de advertising, dans de l'awareness, dans un cycle B2C, et que tu es une marque de sport et que tu souhaites aller chercher voilà, des clients similaires, etc., l'IA va t'aider. Alors, on peut le faire avec ou sans IA, hein, c'est toujours pareil, on construit son plan stratégique et on peut s'aider de l'IA pour nous, finalement, nous inspirer ou nous aider sur des initiatives telles que les JO. Et donc, l'IA va prendre en compte tout ce contexte et finalement nous proposer des choses. Alors, ça peut être pour aller plus vite, parce que j'ai créé ma tactique et je clique sur l'IA pour me compléter ma tactique et donc accélérer un petit peu le travail de brief. Je peux m'inspirer avec de l'IA pour dire qu'est-ce que je peux faire pour stimuler des visiteurs internationaux dans le cadre des JO avant, pendant et après les JO. Ça, c'est pareil, c'est assez sympa, surtout que dans une logique enrichie d'anticipation, on peut mieux prévoir des choses du type lancer le hashtag Cesium JO parce que du coup, on veut faire une initiative qui va être traquée sur les réseaux sociaux et on va pouvoir comme ça mieux faire
interconnecter les tactiques les unes avec les autres. Et donc, on augmente finalement l'expérience qu'on propose à nos clients puisque tout est connecté, relié à des objectifs en plus qui sont stratégiques. Donc, on peut, auprès de son management, dire, voilà, on a des objectifs qui sont autour de A, B, C, qui vont contribuer à ces KPI-là. On priorise du coup ces journées-là, même si on peut créer tout son cycle de vie, on peut quand même les prioriser. Et derrière, on a quelque chose qui est, qui est robuste. Je suis un mec un peu visuel, moi. Tu peux nous montrer ou Alors, je peux effectivement montrer mon écran. Tac. C'est vrai que des fois, des images sont plus, sont plus causantes que des longs discours. Donc ici, en fait, quand tu vas sur basics.marketing, tu arrives sur la landing page qui te permet de créer ton compte. Et lorsque tu vas créer ton compte, en fait, tu vas arriver sur une première page d'onboarding qui va te permettre d'aller créer ton premier persona avec de l'IA, ton premier objectif stratégique. N'importe qui peut créer son compte, là. Je n'ai pas besoin d'avoir Marketing Cloud ou... Non, c'est vraiment, c'est vraiment pour créer son expérience client, donc un plan marketing complet. Et en fait, c'est une solution qui est gratuite, je le précise parce que, alors c'est du freemium, c'est gratuit pour commencer, pour un utilisateur et une map complète. Et dès lors qu'on veut faire de la collaboration, jouer avec l'IA ou faire plusieurs maps, là effectivement, il y a une petite version à 50 € par mois, donc ça reste totalement abordable. Donc, une fois qu'on a créé son compte gratuit dans basics.marketing, en fait, tu arrives dans le dashboard qui te donne un petit peu l'état de l'art de ton marketing, de ton plan marketing. Donc tes KPI. Tu as la possibilité d'acheter des templates aussi par industrie, du type dans le retail, avoir une journey map complète du retail ou dans l'hospitality pour booster finalement ton expérience client et sur la base des bonnes pratiques de ton industrie et surtout gagner du temps dans la réflexion autour de ton plan. Tu peux définir aussi quels sont les objectifs stratégiques que tu veux vraiment monitorer au quotidien et donc l'évolution, la progression dans le temps. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, tu vois visuellement où tu en es dans ton top 3 des objectifs, sachant que tu peux en créer autant que tu veux, mais c'est bien d'en suivre certains plus que d'autres. Les initiatives qu'on veut lancer, donc plus de manière qualitative, les prochaines campagnes qui sont prévues, donc ça c'est aussi à des fins de monitoring. Parmi ces campagnes, donc parmi celles qui sont créées et celles qui ont été finalisées, est-ce qu'il y en a qui sont bloquantes? Donc ça c'est pareil, on est vraiment sur un outil d'aide à la prise de décision. On se regroupe le matin ou toutes les semaines ou tous les mois avec son équipe et on vient discuter autour de ça pour prioriser, voir s'il y a des éléments bloquants et après on fait le travail dans son outil de marketing automation et notamment dans Marketing Cloud. Alors il y a un composant qui est aussi intéressant, c'est la maturité marketing. Alors j'ai publié un petit post à ce propos hier sur LinkedIn. C'est intéressant de faire le travail tous les 6 mois. Pourquoi? Alors, c'est très simple, il y a juste à cliquer sur la catégorie et à répondre à des questions. Et en fait, en faisant cet exercice, donc on répond on se positionne finalement de 0 à 5. Est-ce que vous pensez être au niveau 4, au niveau 5 ou autre? Et vous mettez en fait le chiffre directement dans la réponse et ça va vous dessiner finalement votre positionnement donc c'est autour des différents piliers, stratégie, technologie, opération et client. Et donc, ça permet aussi de voir s'il n'y a pas des endroits où vous avez en fait besoin de vous renforcer autour de votre plan marketing. Donc ça, c'est intéressant de le faire aujourd'hui et tous les X mois pour voir comment on évolue dans le temps. Et des fois, on a des belles surprises parce qu'on se dit, on voit qu'on n'est pas bon sur la proposition de valeur. Notre proposition de valeur, elle est sous-perçue par nos clients, donc il faut renforcer ça. Et donc, on va mettre en place un plan d'action pour améliorer ces composants. Donc ça, c'est pour l'introduction. Et ensuite, donc, sur la partie naturellement, on va venir créer à la main ou par l'IA nos objectifs stratégiques. Donc, on va pouvoir voir la progression dans le temps par rapport à des KPI qu'on va définir. Donc là, on est sur un exemple, par exemple, dans l'hospitality. Donc, par exemple, pour un hôtel qui va souhaiter augmenter la fréquence d'achat ou le taux d'occupation ou encore le taux de NPS pour la satisfaction client.
Donc ça, c'est pour avoir des objectifs qui vont couvrir plusieurs journées, ce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de mesurer dans Marketing Cloud. Et aussi, dans Marketing Cloud, ce qu'on n'est pas capable vraiment de définir, c'est des personas. On va faire de la segmentation pour vraiment aller chercher exactement les clients qu'on veut chercher. Mais dès lors qu'on crée un journey mapping, il faut définir c'est qui nos principaux personas, qui sont les personnes qu'on vise, qui vont nous permettre finalement de aider à rester customer-centric et à personnaliser nos tactiques, les journées qu'on propose pour chacun d'entre eux. Typiquement, on va créer un journey mapping de base pour monsieur et madame tout le monde, mais on peut avoir James qui est un business traveler. Donc lui, il travaille pour le boulot et donc on veut lui faciliter la vie quand il arrive à l'hôtel, tout ce qui est business facilities, etc. Lui, c'est quelqu'un qui va avoir des critères et des demandes particulières. Donc, il faut anticiper finalement les besoins de ces différents personas pour pouvoir améliorer l'expérience client. Donc, c'est hyper intéressant finalement de créer ces personas pour arriver à ce niveau de journey mapping. Et c'est là, finalement, alors vous voyez, on peut créer des journey maps pour du B2C, pour une expérience client B2C, B2B, exclusivement pour les JO. On peut le faire dans le cadre d'un lancement de produit, on peut le faire pour un événement spécifique. Il y a plein de types pour une expérience mobile, sur l'app mobile. Il y a plein d'exemples de journey mapping qu'on est capable de créer. Et ici, on voit que visuellement, en fait, on se rend compte du poids sur la base du nombre de tactiques qu'on a créées sur chaque phase du les tactiques, c'est quoi du coup dans ton outil? Ça peut être une journée, ça peut être une campagne. C'est voilà, c'est l'équivalent d'une journée, par exemple, dans Marketing Cloud. D'accord. Donc là, tu vois, sur l'expérience, bon, je suis sur une instance ici de démo, mais sur la partie B2C, j'ai 30 tactiques, ce qui, moi, de mon expérience, c'est un peu le minimum d'une expérience enrichie. Si tu as une expérience un peu riche, un peu aboutie, 30 tactiques, c'est un peu une moyenne pour se donner un ordre d'idée sur ce que c'est que quelque chose d'assez complet. Et c'est là où on voit si on a investi trop peu ou trop sur une phase et des fois trop peu sur une autre. Donc, si je rentre à titre d'exemple, et puis je vais aller vite là-dessus, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment dessiner les différentes phases de son cycle de vie, donc avant le séjour, pendant le séjour, après le séjour, comment je vais créer du repeat business et réduire l'attrition de mes clients, de mes visiteurs. Et là, je vais pouvoir, donc c'est du full cliquer glisser, hein, je vais pouvoir créer une tactique soit à la main et définir son nom et du coup toutes les actions dedans. Là, si je vais dans une tactique, je vois, voilà, j'ai le nom, le brief avant de l'implémenter, parce que là, on est avant l'implémentation dans l'outil de marketing automation. Et je veux aussi pouvoir définir une target, donc un objectif. Et donc, après, je peux cocher les journées qu'on a implémentées pour voir un petit peu le reste à faire. Je peux aussi, si j'ai défini des personas, filtrer mes tactiques qui sont relatives à un persona en spécifique et ou à un objectif stratégique. Donc, je peux comme ça filtrer mon expérience client pour dire, ah, on avait prévu finalement d'augmenter voilà, le repeat business rate. Donc, quelles sont les tactiques qui contribuent à ça? Et donc, je vais venir renseigner donc, mes objectifs et mes personas sur chacune des tactiques pour améliorer en continu aussi voilà, cette expérience-là. Et donc, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus agrégé. Et donc, cette vision consolidée de l'expérience client, c'est quelque chose qui manque cruellement dans les outils de marketing automation et ici qui peut être fait de manière gratuite en créant son compte sur basix.marketing. Et enfin, donc on a, alors ça c'est sur les journées automatisées, mais on a aussi des campagnes ad hoc qu'on va devoir préparer un peu en amont de phase. Dans Marketing Cloud, on ne peut pas vraiment définir tout ce qui est un peu planification, etc. Donc là, on peut très bien, très rapidement dire, bah ok, aujourd'hui je suis en mai, en juin, le 6 juin, je veux créer une campagne et donc je peux rapidement initialiser mes campagnes pour aussi mieux planifier. Donc ça aussi, voilà, on peut voir sur une campagne, typiquement, rapidement définir des statuts et voir s'il y a des éléments bloquants dessus. Et après, voilà, on les implémente dans son outil de marketing favori, Salesforce. Et alors, il y a un dernier point qui est intéressant, c'est l'amélioration continue, parce que toutes les initiatives, on ne les met pas forcément en place tout de suite. Il y a des initiatives telles que intégrer le service, le customer care, collecter le NPS ou créer du consistent marketing. C'est des initiatives finalement qu'on peut mettre en place dans le temps, mais pas forcément tout de suite. Ici, on peut planifier aussi ces improvements et mettre en place de l'amélioration continue. Ok. Du coup, c'est top parce que, en fait, c'est extrêmement riche et on n'est pas encore connecté à l'outil de marketing automation. J'imagine que c'est un next step après d'aller pouvoir récupérer
les volumes des différentes journées, ce qui tourne, leur statut, etc. Mais du coup, rien qu'avec ça, si on traduit ça avec le nombre de fichiers Excel nécessaires, de comptes rendus de réunions perdus sur Teams et de feuilles A3 pliées dans le coin de l'open space, il y a quand même énormément de choses qu'on doit piloter en même temps quand on fait du marketing opérationnel. Et ça montre quand même qu'il y a besoin de ce type d'outils qui. En fait, c'est assez marrant parce que on l'a dit tout à l'heure, c'est le cœur de l'activité, la planification, mais derrière, le souci, c'est que j'ai envie de dire, pour un acteur comme Salesforce, c'est moins vendeur que la démo de Journey Builder. Et finalement, moi, j'ai l'impression que ces éditeurs qui fonctionnent sur MVP et qui priorisent les features, ils la priorisent jamais, celle-là. Et, Sauf que si on planifie pas correctement, voilà. Et tu sais qu'il y a aussi un problème de jargon parce que ça s'appelle Journey Builder et la journée, on a vraiment l'impression que c'est du coup l'expérience complète, alors qu'en finalement, on est sur une interaction qui est un morceau de l'expérience complète. Et en fait, quand tu regardes l'ensemble de tes journées dans Journey Builder, finalement, soit tu vas les ranger dans des dossiers et dans ce cas-là, tu n'auras plus la vision d'ensemble des journées. Tu les classifies pas, du coup, parce qu'ils ne sont pas dans des dossiers. Et là, tu les vois tous, mais tu vois un listing de journée. Mais tu n'as pas de représentation visuelle de ton cycle de vie. Et du coup, c'est impossible d'avoir et l'organisation et l'exhaustivité. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, Julien, il y avait eu à un moment une feature journée map dans Marketing Cloud, qui était peut-être en bêta. Ouais. Moi, j'avais fait la connerie de l'utiliser. Du coup, quand elle a disparu de chez mes clients, j'étais tout triste. mais en fait, c'était les prémices d'une couche de planification. Je ne sais pas pourquoi ça n'a jamais été GA finalement. Effectivement, ouais. C'est une fonctionnalité qui avait fait beaucoup parler, qui était très attendue. Et 17, un truc comme ça, non, c'était, je crois que c'était dans cette période-là. Et effectivement, c'est quelque chose qui a toujours été manquant en fait dans Marketing Cloud et dans les outils de marketing automation. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de créer son plan marketing, son journey mapping, d'avoir. Et pour les intégrateurs, c'est hyper pratique parce que du coup, tu commences un projet d'implémentation, tu vas créer tes 30, 20, 15 journées et après, tu dis, OK, j'implémente Marketing Cloud avec mes 5 première journée. Et après, tu as quand même la vision sur le reste à faire. Donc, ça casse l'impression d'avoir une Rolls-Royce et d'utiliser c'est vrai que pour les BA sur du projet, je parle côté consulting, c'est vrai que c'est un bon outil après pour savoir où on en est, ce qu'on peut rajouter dans le backlog sprint suivant, etc. Sinon, on se perd très très vite. Et moi, je ne crois pas aux tâches du type je sais pas, rajouter tel champ dans tel data extension. Enfin, Exactement. Bon, après, je pense que l'enjeu pour les éditeurs de logiciels, les petits qui viennent se greffer sur du Salesforce comme Cesium ou Basics Marketing, l'idée, c'est vraiment le feedback, hein, c'est la culture du feedback. Donc, c'est écouter ses clients et intégrer des fonctionnalités. Et c'est vrai, comme tu le disais tout à l'heure, chez Cesium, autant que ici sur cette solution, on a une capacité d'aller beaucoup plus vite pour intégrer des nouvelles fonctionnalités. Donc, sur des features manquantes, des fois, autant se retourner sur des éditeurs cocorico bleu, blanc, rouge pour dire by the way, il me manque cette feature, est-ce que vous pouvez l'intégrer chez Cesium? Ça ira beaucoup plus vite que des fois aller créer un Salesforce IDE, une idée Salesforce et de la prioriser en upvote pour qu'elle soit intégrée dans X mois ou années. Donc, on a un time to market qui est quand même vachement plus intéressant. On a un peu dépassé, Julien. Alors, juste pour conclure, on va aller un peu vite. Juste pour conclure, je vais te demander si tu n'as pas 3 conseils pour ceux qui nous écoutent et qui débarquent dans l'univers merveilleux de Salesforce Marketing. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Pour moi, c'est tout dépend de la motivation qu'on a autour de l'écosystème. Pour moi, le point d'entrée, un des points d'entrée, c'est la communauté Marketing Cloud. Moi, je suis un passionné et c'est vrai que j'ai parlé à tellement de personnes qui souhaitent monter en compétence sur Marketing Cloud. Ils ne savent pas par où commencer, quelles sont les ressources, etc. J'ai beaucoup de demandes comme ça au quotidien sur LinkedIn et je me fais un plaisir à répondre à toutes les personnes qui se présentent à moi dans ce sens-là. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la communauté
communauté Marketing Cloud. On est présent sur LinkedIn, sur WhatsApp et sur la plateforme qui gère les événements, Trailblazer Community Groups. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact et vous rejoindrez une grande famille très positive, très bienveillante. On s'éclate bien et c'est un bon point d'entrée ensuite pour vous rediriger pour savoir dans quoi travailler autour des différents métiers Marketing Cloud ou trouver des réponses à vos questions. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Julien. C'était très enrichissant. Heureux d'avoir découvert Basics Marketing. Et puis, j'espère que nos chers invités ont aussi apprécié le moment de ton cours. Un grand merci à toi, Mounir. Encore félicitations pour cette belle initiative. Je regarderai avec grand intérêt les prochaines sessions et je te souhaite tout le meilleur pour Cédien. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir à tous.